nos auditions, les auditions de notre commission d'enquête. Donc, nous recevons à présent Monsieur Léonard Prunier, président de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France, la FEF, accompagné de Madame Diane Aubert, directrice des affaires publiques. Nous vous remercions vraiment de votre présence et de votre patience, l'une et l'autre. Donc, je vous rappelle les règles de notre commission d'enquête qui consistent préalablement à prêter serment, donc de dire toute la vérité. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le cas échéant. Donc, je vais vous inviter à ouvrir vos micros, petit bouton rouge, lever la main droite et dire « je le jure ». Je jure. Merci, Monsieur Prunier. Est-ce que Madame n'interviendra pas? Très bien. Par ailleurs, est-ce que vous avez des liens d'intérêt à déclarer, des missions? Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Bon, je rappelle juste que je suis moi-même président d'une entreprise, dirigeant, qui travaille avec la distribution. Donc, je fournis et multimédaillé au concours agricole. Très bien. Merci beaucoup. Merci donc, Monsieur Prunier et Madame, d'être présents. C'est vrai que la fédération que vous représentez comprend à la fois des PME et des ETI industrielles, aussi bien alimentaires que non alimentaires. Il s'agit d'environ 900 entreprises, vous nous préciserez tous ces chiffres, allant de la toute petite entreprise à la plus grosse ETI. Donc, malgré des règles visant à protéger l'amont par rapport à l'aval, vous vous montrez très critique contre la législation en place et vous estimez que le système issu des lois Egalim est défaillant, notamment avec les plus petites entreprises en matière de négociations, puisque l'on vient finalement saucissonner la matière première agricole et la matière première industrielle, selon votre formule, vous nous l'expliciterez. Nous voudrions donc avoir votre ressenti, en tout cas des précisions sur tous ces points, et puis votre ressenti sur les négociations commerciales qui s'achèvent, l'évolution de vos marges et d'une manière plus détaillée, voilà, ce qui va et ce qui va moins bien globalement dans notre système de chaîne à la fois de production jusqu'à la distribution de l'agroalimentaire. Donc, je vous propose deux temps, Monsieur Prunier. Vous laissez la parole une dizaine de minutes et puis ensuite, Madame la rapporteure vous posera ces questions. Donc, vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans votre commission d'enquête. Donc, je m'exprime comme président de la FEF, Fédération des entreprises d'entrepreneurs de France, qui représente les PME-ETI industrielles qui travaillent fournisseurs de la distribution. Alors, c'est 1100 adhérents, la FEF, pour un total de 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 50 000 emplois directs. 87% de nos adhérents sont des TPE-PME, 13% des ETI et 0% de grands groupes. La FEF représente donc des entreprises à taille humaine dont les centres de décision sont en France et qui négocient exclusivement en France avec la grande distribution. Nous fabriquons des produits de consommation du quotidien, donc vous l'avez dit, en grande majorité des produits alimentaires, mais aussi des produits DPH et non alimentaires. Nos entreprises produisent à la fois des marques PME-ETI et des marques de distributeurs. Et c'est aussi important de le rappeler, 67% des marques de distributeurs sont fabriquées par des PME françaises. Autrement dit, la MDD est d'abord un enjeu de PME-ETI. Plus largement, les PME-ETI représentent plus de 90% des fournisseurs de la grande distribution. Et leur place dans le quotidien des Français est importante. Près d'1 euro sur 2 dépensé en grande distribution provient d'un produit fabriqué par une PME-ETI, qu'il soit vendu à sa marque PME ou en marque de distributeur. Enfin, ce sont nos entreprises qui font vivre les territoires, qui entretiennent une diversité d'offres et d'innovations dans les rayons, une véritable biodiversité économique, et qui sont un maillon central de notre souveraineté alimentaire parce qu'elles sont directement liées à l'amont agricole. 78% de nos matières premières agricoles sont françaises. La FEF a d'abord été créée pour faciliter le développement des fournisseurs PME-ETI dans les relations avec la distribution. Puis, constatant la dégradation continue de nos résultats économiques et estimant que les lois sur les relations industrie-commerce ne protégeaient pas suffisamment les PME-ETI, nous avons décidé de nous prendre en main et de faire du lobbying politique. Ce que nous demandons, globalement, c'est un cadre de relations commerciales simplifié et adapté à la réalité des industriels PME-ETI. Cela passe par 2 mesures, que je détaillerai après, pour les fournisseurs de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires groupe consolidé, donc mondial, la négociation annuelle avec tarifs révisables pour permettre aux PME-ETI de vendre au prix juste, et, deuxièmement, la clôture des négociations au 31 janvier. Pourquoi cette réforme était urgente ? Parce que si l'on parle ici de marge, je vais être très direct. Pour les PME-ETI, le sujet n'est pas un surplus de marge, c'est un manque de marge. Cette dégradation est documentée. Selon l'étude de la Banque de France réalisée pour la FEF,
Le taux de résultat net de zone industrielle PME-ETI est faible, autour de 2,6%, ce qui est extrêmement bas pour des industriels qui doivent investir pour moderniser, innover et décarboner. La part de nos entreprises déficitaires est passée de 19% à 31% depuis 2018. Aujourd'hui, plus d'une PME-ETI sur 3 ne couvre pas ses charges. Le taux d'endettement supérieur à 7 ans est supérieur à 7 ans pour 45% des PME-ETI, ce qui constitue un point d'alerte. Et puis, dernier point, un très fort affaiblissement de la dynamique de création d'emplois. Alors qu'on crée 3 à 4% d'emplois par an, nous ne créons plus d'emplois aujourd'hui. Nous sommes pris en étau entre des coûts de production en hausse et l'incapacité de répercuter ces coûts dans les tarifs, dans une relation structurellement déséquilibrée sur un marché où la concentration de la grande distribution s'intensifie. Et je veux le dire simplement, sans marge, pas d'innovation, ni décarbonation, ni modernisation. La marge pour une PME-ETI, ce n'est pas un bonus financier, c'est un emploi local, c'est un investissement durable dans le territoire. L'INSEE le montre d'ailleurs que l'écart se creuse dans l'agroalimentaire entre les grands groupes et les entreprises indépendantes. L'écart de marge est passé de 7,1 points en 2019 à 12 points en 2022. Autrement dit, le décrochage des PME-ETI par rapport aux grandes entreprises s'installe. Et cela m'amène à attirer votre attention sur l'intitulé même de la commission, les marges des industriels et de la grande distribution. Je comprends naturellement cette formulation, mais le terme industriel recouvre des réalités très différentes. Une PME-ETI n'est pas une grande entreprise en plus petit. D'un côté, il y a les multinationales, avec des marques leaders incontournables, des effets de gamme mondiaux, des capacités de financement très importants, des leviers de réallocation internationale et une puissance de négociation considérable. De l'autre, il y a les PME-ETI, des marques challenger substituables, des marges de manœuvre faibles et une dépendance très forte au marché domestique et aux distributeurs français. Il ne s'agit pas ici, évidemment, d'opposer ces catégories d'entreprises. Elles sont complémentaires pour la prospérité de la France, mais de ne pas faire la confusion. Car faire un amalgame entre une multinationale, une PME ou une ETI de croissance, c'est toujours au détriment du plus petit acteur. L'Inspection générale des finances l'a d'ailleurs souligné dans ses travaux sur l'inflation alimentaire en 2022, les grands groupes et les PME-ETI ne disposent pas des mêmes marges de négociation. Donc, si l'on parle des industriels sans distinction, on risque de produire une analyse globale qui ne reflète pas la réalité de l'essentiel du tissu productif français. C'est pourquoi nous plaidons pour une différenciation explicite dans vos travaux sur les marges. Distinguer PME-ETI et multinationales n'est pas un point de sémantique, c'est une condition de justice économique. Et cette différenciation doit être rigoureuse. On confond parfois le chiffre d'affaires d'une filiale française d'un grand groupe international avec le chiffre d'affaires groupe consolidé. Alors pour apprécier le pouvoir de marché, c'est bien le chiffre d'affaires consolidé, donc mondial, qui est pertinent, comme on le fait en droit de la concurrence. En effet, trouvez-vous cela normal qu'une entreprise PME comme la mienne, qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ait les mêmes règles que la multinationale que vous avez auditionnée juste avant, qui fait plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires? La différenciation existe pourtant dans tous les pans du droit, en droit fiscal, droit du travail, droit social, sauf dans les relations commerciales. Et je tiens à votre disposition les études juridiques qui prouvent que c'est possible également et que souhaitable économiquement. Face à ce constat, notre demande tient en une phrase: simplifier le cadre des négociations commerciales pour nos industriels PME-ETI afin de le rendre plus adapté et plus protecteur. Nos adhérents le disent très clairement, les outils actuels ne fonctionnent pas. 72% jugent la clause de révision automatique des prix inefficace et 84% trop complexe à mettre en œuvre. Ce qui rejoint le constat de la CEPC dans sa recommandation 24-1 de décembre 2024, qui écrivait que la clause de révision est complexe à mettre en œuvre pour des conventions aval dans lesquelles la profondeur de gamme est importante. Et les options de transparence ne résolvent pas le problème. 80% de nos adhérents sont en option 1 ou 2, sans que cela ne se traduise, on l'a vu, dans leurs résultats économiques. Nous proposons donc une réforme autour de 2 mesures. Pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, groupe consolidé, seuil de référence indéfini par la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales de 2019. Première mesure, je l'ai dit, une négociation annuelle avec tarif révisable fondée sur le tarif de l'industriel PME-ETI, ce qui permet de parachever la construction du prix en marche avant. Quand le tarif fournisseur est appliqué, les coûts amont agricoles et les coûts industriels sont de fait sanctuarisés et la valeur peut mieux se répartir de l'aval vers l'amont. Concrètement, le fournisseur envoie un tarif applicable à la même date à l'ensemble des enseignes avec 2 mois de prévenance, tandis que la négociation annuelle porte sur le plan d'affaires. C'est un cadre orienté commerce, moins de rendez-vous, moins de complexité et une capacité d'adaptation économique comme cela se pratique dans d'autres pays européens. Le CGAER l'a très bien résumé. Le cadre actuel, en figeant pour 1 an le prix convenu, est une contrainte lourde et très dérogatoire
du droit commun, alors que le droit commun permet d'adapter le prix aux évolutions de marché. Et il a ajouté un point clé pour les PME-TI, le contexte concurrentiel est tellement fort pour nos entreprises que le risque de rupture ou de déréférencement dissuade toute modification injustifiée du tarif. Autrement dit, la concurrence joue comme garde-fou. Deuxième mesure, nécessaire mais non suffisante, et j'insiste sur le non suffisante, clôturer les négociations au 31 janvier pour les PME-TI, soit un mois avant les grands groupes. L'objectif est concret, réduire la durée des négociations, mieux sécuriser l'accès aux rayons et accélérer l'exécution du plan d'affaires pour les PME. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, je voulais démontrer l'équilibre économique de nos PME-TI est très préoccupant. C'est pourquoi nous vous demandons d'agir en urgence pour faire évoluer par la loi la relation commerciale entre les fournisseurs PME-TI et la grande distribution. Si on veut des PME-TI françaises solides, il faut que des prix qui couvrent nos coûts réels et un cadre simple qui permettent d'investir plutôt que de survivre. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Alors, on donne tout de suite la parole à Madame la rapporteure pour les premières questions. Oui. Alors, vous avez évoqué la question de l'évolution des marges. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur l'évolution des marges de vos, j'allais dire de vos membres, mais en tout cas au moins des entreprises qui vous concernent, c'est-à-dire les PME et les ETI, sur les 5 dernières années, par exemple? Voilà, enfin, je dirais, nous, on a raisonné sur la partie déficitaire. Oui. On est passé, en 2018, on avait 19% de nos adhérents déficitaires. On est à 31% en 2024. C'est l'étude Banque de France qu'on fait faire. On demande à la Banque de France de prendre tous nos adhérents et de compiler les bilans. Qu'en l'espace de 6 ans, il y a, vous avez 10%. On est passé de 20 à un tiers. Voilà. Et on voit que depuis 3 ans, on était à 35, on est légèrement remonté à 31 en 2024. Mais c'est-à-dire qu'une entreprise sur 3 perd de l'argent. D'accord. Et donc ça a été particulièrement aggravé avec la période inflationniste, où en fait les coûts ont été plus élevés et n'ont pas pu être répercutés sur les prix. On voit qu'on n'a pas pu répercuter. Tout à fait. D'accord. Et il n'y a pas eu de rattrapage ces 2 dernières années? Ah non, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Alors à part 2024, on parle de 35 à 31, sachant que je mets un bémol dans l'évolution, c'est qu'on a quand même des adhérents qui disparaissent, et donc ils ne sont plus dans l'historique. Oui, tout à fait. Pardon? Ça serait une pondération. Ça doit être 10-15 adhérents par an. Ouais. Donc, mais la Banque de France reprend l'historique des adhérents à la date. D'accord, très bien. Alors, j'aurais aimé que vous nous donniez votre regard, puisque vous avez un regard aiguisé sur la législation, sur la législation en vigueur, et en particulier sur celle qui concerne Egalim. Quel est votre regard? Alors, on a bien vu ce que vous nous proposiez, qui était de fixer votre prix et puis de le sanctuariser, ce qui peut-être qu'on ne reprendra pas votre idée dans le rapport, mais en tout cas, vous avez bien essayé. Mais sinon, quelle est votre analyse des lois Egalim sur ces dernières années? Globalement, les lois Egalim ont complexifié la relation commerciale. Et initialement, Egalim partait d'un principe juste et nécessaire, c'était sanctuariser la matière première agricole pour le monde agricole. Et on a besoin d'un monde agricole fort, robuste et aussi qui peut investir. Et après, on a ripé en voulant appliquer, on va dire, la même chose aux industriels PME-TI dans la relation avec la distribution. Donc aujourd'hui, notamment Egalim 2 nous dit, voilà, votre matière, vous devez sanctuariser la matière première agricole. Donc on arrive chez les clients en disant, nous, dans nos entreprises, en moyenne, c'est 48%. Donc on a, on va dire, un tarif brut de 100. On arrive, on dit qu'on a 48 non négociables. Très bien. Mais les 52, ils sont négociables. Quand on achète, en fait, là, on n'a pas été au bout de la logique, et c'est notre proposition avec le tarif pour les PME-TI, c'est qu'en fait, quand on achète une matière agricole, on ne demande pas le détail au monde agricole entre ses coûts d'énergie, ses coûts de céréales, ses coûts de main-d'œuvre. On a un prix global. Alors que nous, on a tout saucissonné comme si on avait des tiroirs caisses différents. Moi, j'aime bien cette image. C'est comme si on disait, bon, il y a un compte en banque pour la matière agricole, il faudrait un compte en banque pour la matière première industrielle, un compte en banque pour les salaires, un compte en banque pour l'État, il y a aussi celui-là. Et on facturait ces différentes parties aux distributeurs. Non, on facture un prix global. Et l'entreprise, au final, soit elle couvre ses charges, soit elle ne les couvre pas. On ne peut pas saucissonner. Et pareil, quand on dit, on sanctuarise dans la négociation avec le distributeur. Le distributeur dit très bien, voilà, je vous dis, 48 sanctuarisés, la variation, elle était de 1 ou 2, on prend, mais le reste, on ne prend pas. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que dans les faits, c'est sanctuarisé? Alors,
Est-ce qu'en fait, on vous applique, j'allais dire, la double peine sur la matière première industrielle en disant, OK, on touche pas la matière première agricole, du coup, vous allez baisser un peu plus la matière première industrielle et on aura quand même, in fine, le même prix? Alors, moi, je vais être très honnête avec vous, je n'arrive pas à répondre à cette question. Parce qu'on a un prix unique à la fin. Donc, ce sont des discussions, mais à la fin, peut-être, si vous avez sanctuarisé votre matière agricole et que l'énergie n'est pas passée, de toute façon, vous êtes en déficit. Oui, ça, je comprends. On ne peut pas dissocier les choses. C'est ça le fond. L'idée, c'était quand même de pouvoir permettre de payer les agriculteurs et les producteurs, donc, et de bien les payer. Donc, ça, je suis complètement on d'accord. ne saucissonne pas pour le plaisir, on Ah oui, saucissonne parce que derrière, il y a une réalité. Je pense qu'il faut se remettre dans la conjoncture post-États généraux de l'alimentation, où il y avait une déflation sur les prix agricoles et on n'avait pas ces énormes variations de pays. Et en fait, on a changé de monde, parce que du coup, maintenant, on est dans une grande variabilité des MPI qui fait que, voilà. Donc, en fait, c'est le contexte qui a changé. Là-dessus, je pense le contexte a fortement évolué, le contexte mondial, hein, on enchaîne les crises, mondialement, on va sûrement encore en vivre une. Le contexte de nos clients a fortement évolué aussi, hein, il y a de moins en moins de clients distributeurs en France. Donc, moi, je ne remets pas en question le principe et la volonté qu'avait le législateur sur Egalim. Par contre, on avait, nous, comme à la FEF, dès le début alerté sur la complexité pour une entreprise. Aujourd'hui, des entreprises comme les nôtres, on fait des courriers juridiques avec les clients, on est en lien avec les avocats en période de négociation quasiment régulièrement. C'est pas comme ça qu'on peut vivre. On n'a pas les moyens. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Et j'entends, j'ai pas encore réussi à vous convaincre sur notre mesure, mais pour le reprendre dans votre rapport, mais je ne désespère pas. En fait, ce qu'on propose, ce qu'on propose, c'est quelque chose en fait d'assez, c'est la continuité de ce qui a été mis en place, de le mettre pour les PME-TI, et après, ça n'empêche pas de négocier avec nos clients, hein, le plan d'affaires. Mais au moins, aujourd'hui, le sujet de fond qu'il faut qu'on arrive à traiter, c'est quand ça varie, il faut que ça varie le même jour chez tous les clients et qu'ils en soient sûrs. Ça, l'enjeu majeur, notamment en cours d'année. S'ils sont certains que le prix d'achat, le prix de vente entre l'industriel PME-TI et le distributeur varie de la même manière le même jour, on va recréer de l'harmonie, on va recréer, je dirais, un apaisement dans le système. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent toujours décaler. C'est-à-dire, ils peuvent toujours décaler? Quand vous êtes en négociation, on parle du prix convenu. Donc vous avez votre négociation annuelle qui doit être conclue le 1er mars. Après, en cours d'année, si vous avez besoin de faire varier, vous avez les clauses de révision de renégociation. Si elles fonctionnaient, alors elles fonctionnent dans certaines filières, mais dans la plupart des filières, elles ne fonctionnent pas. Sinon, nos entreprises ne seraient pas dans ce niveau de déficit. Donc, en cours d'année, quand vous avez besoin de renégocier, la loi dit aujourd'hui que pour faire varier le prix convenu, il faut l'accord des deux parties. Tant qu'on n'est pas d'accord, rien ne bouge. Alors que nous, dans notre proposition, on dit les remises négociées annuellement pour le 1er mars sont fixes. Par contre, on peut faire varier la base brute, ce qui existe dans beaucoup d'univers et dans d'autres pays européens. Dans ces cas-là, ça s'applique automatiquement. Et donc, on n'est plus pris en étau. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. L'environnement concurrentiel, notamment de la grande distribution en France, on est à 5 acteurs aujourd'hui. On verra comment il évolue. Mais c'est comme ça dans d'autres pays, je dirais ça. Là-dessus, c'est pas forcément une spécificité française. En Allemagne, on voit que les 4 premiers distributeurs, je crois, ont 85% de part de marché. Donc maintenant, il faut des règles du jeu adaptées à ce déséquilibre significatif. Alors, je voudrais qu'on aborde la sanctuarisation de la matière première agricole, dont vous nous avez dit effectivement que c'est du saucissonnage et que ça ne vous convient pas. Mais malgré tout, je voudrais qu'on travaille sur les options 1 et 2. Majoritairement, c'est ce que prennent vos membres. On a aussi de l'option 3. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà de cette option 3 ? Est-ce que vous y voyez, comme les industriels, une impossibilité, une opacité, du coup une impossibilité de négocier sereinement, un manque de transparence ? Comment vous voyez cette troisième option ? Alors, l'option 3, alors déjà, elle est coûteuse, hein, parce qu'il faut une certification amont, une certification après. Donc après, certains de nos membres l'utilisent, hein, je peux comprendre aussi, parce qu'on a aussi, à un moment, dans les relations commerciales, on peut être fournisseur d'une autre marque et fournisseur de marque de distributeur. Enfin, il y a quand même un enjeu il y a aussi un savoir-faire. Le savoir-faire de fabrication et l'échelle industrielle.
Après, on voit bien que les options 1 ou 2 qui peuvent être amenées. Alors, elles posent quelques soucis, moi, je trouve, parce que globalement, l'option 1, je rappelle, est calculée sur le tarif. Donc, plus vous avez de marge sur un produit, moins vous avez de matière agricole. C'est mathématique. Donc, on indique clairement aussi les produits où on a le plus de marge, suivant certains produits. Et tout ça, oui, on donne une transparence sur la part agricole, mais ça ne permet pas de vendre au juste prix. Et si on veut, enfin, je disais, 78% de matières premières agricoles sont françaises dans nos entreprises. Alors, il y en a qui ne le sont pas aussi, parce qu'il y a des matières qui n'existent pas en France. 43% de nos matières agricoles dans nos entreprises sont sous label de qualité, alors que ça soit bio, label rouge, HVE, enfin, la liste. Donc, on contribue à la diversité du monde agricole. Donc, pour que le monde agricole ait des débouchés, il faut que nous, on existe. Moi, je ne parle pas de prix dans la relation avec le monde agricole. Je parle juste de capacité à exister pour acheter. Voilà. Donc, après, voilà, je dirais, pour votre question sur l'option 3, de toute façon, nous, on considère que, vu l'état de nos entreprises, alors pourquoi elles passent en option 1 ou 2, souvent nos entreprises aussi, c'est que ça facilite la négociation. Oui, on évite de perdre de rendez-vous, mais ça ne permet pas de résoudre le problème de fond. Mais c'est quand même une réponse à une forme de pression. Quand il y a l'option 3, Oui. il y a d'abord des débats sur Oui, pourquoi l'option 3. Alors, la première année de la mise en place, beaucoup d'entreprises étaient en option 3 parce qu'on n'avait pas eu le temps de se retourner, parce que la loi, je sais plus, avait dû être votée en octobre ou un truc. Mais après, beaucoup de PME-TI sont passés en option 1 ou 2. Mais le résultat n'est pas là, quand même. Le résultat n'est pas là. Alors, on en vient maintenant aux négociations commerciales. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, j'imagine que vous avez des discussions en tant que fédération avec les grands distributeurs sur la qualité des négociations commerciales. Quelles sont les instructions, les orientations aujourd'hui que vous voyez être données à ces négociations commerciales? Est-ce que, d'après vous, on va vers l'apaisement? Est-ce que c'est toujours aussi tendu? Est-ce que c'est encore plus tendu cette année avec, entre autres, notre commission ou d'autres facteurs? Alors, il y a une réelle volonté chez les distributeurs, et c'est les échanges qu'on a avec eux, de prendre en compte la différenciation. Après, quand l'échéance avance, je dirais, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on a signé cette charte, cette année, une charte avec une échéance au 15 janvier. Bon, nous, on a vu que 37% des contrats qui étaient concernés étaient signés au 15 janvier. Là, on a fait des résultats d'un sondage express. On voit que 55% de nos entreprises ont signé sur le mois de février. Donc, ça veut dire que ce n'était pas signé en janvier. Et moi, le chiffre qui m'a marqué, c'est que 76% de nos entreprises demandaient des hausses. Et au final, on est à 64% d'entreprises à la baisse. D'accord. Donc, il y a un truc. 55 de hausse et 76 avaient besoin de hausse. Et 64 ont signé à la baisse. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et aujourd'hui, on l'a vu, la charte a créé un élan, et puis a été aussi rassembleur pour essayer d'avoir une dynamique plus apaisée. Mais au final, quand les entreprises étaient à peu près d'accord, ça allait, mais il y a eu des gros écarts dans les demandes entre ce que demandaient des distributeurs et ce que demandaient les entreprises. Et là, ça se finit à la fin dans ces cas-là. Pour ça aussi qu'on a besoin d'avancer la date de fin pour nos entreprises. 3 mois, c'est beaucoup trop long. L'année où ça a été avancé, puisque ça a été avancé par le législateur, 2024, donc on a eu les négociations 2023, je crois, 2023-2024, qui ont été avancées pour les PME-TI au 15 février. 15 janvier. 15 janvier, exactement. Donc là, quel est votre retour d'expérience là-dessus? Notre retour d'expérience, nous, il était favorable. Quand on n'était pas d'accord, au moins c'était fini le 15 janvier. Quand la négociation était difficile, au moins le 15 janvier, c'était fini. Est-ce que ça s'est traduit en termes de prix? Mais c'est pour ça que je dis que c'est nécessaire et non suffisant. Au moins, on a la visibilité sur le plan d'affaires. On sait, pour nos équipes au moins, et pour les dirigeants, on sait ce qu'on peut investir, pas investir, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça ne permet pas, ça permet de signer un accord, d'avoir une visibilité, mais ça ne permet pas complètement de vendre au bon prix. Très bien. Alors, je voudrais qu'on parle des centrales. Donc, vos membres négocient où et avec qui pour les grands distributeurs? Est-ce qu'ils négocient avec les centrales européennes? Certains de vos membres négocient avec des centrales européennes, ou tout le monde négocie en France avec des centrales françaises? Alors, à ma connaissance, tous nos membres négocient exclusivement en France. Je n'ai aucun adhérent qui négocie dans les centrales.
D'accord, très bien. Hein, Ça a et été de toute façon, réussi. c'est quelque chose qu'on voit quand on échange, puis c'est ce qui a été dit. Hein. Les centrales internationales, c'est 50, 100 fournisseurs, d'après ce que j'entendais dans les auditions. Moi, je parle de 22 000 entreprises, donc il y en a 21 900 qui négocient en France. Alors après, elles négocient soit au niveau national, et au niveau national, il y a une centrale de massification en France, hein, au retail, ou alors aussi il y a des négociations régionales et des négociations au magasin. Très bien. Donc, ces négociations, j'aimerais savoir, moi, si elles sont précédées par des négociations de services. Ah non. Non. Ah bah, pas à ma connaissance, non. D'accord. Non, nos négociations, c'est on envoie nos conditions générales de vente et nos tarifs avant le 1er décembre, et la négociation commence à ce moment-là. Ah non, enfin, pas à ma connaissance. D'accord, donc il n'y a pas d'obligation en France de passer par une centrale de service, d'aller acheter de la data, d'acheter... Ah non, ça se négocie pour nos entreprises au moment de la négociation. C'est-à-dire que ça peut être des contreparties qu'on peut demander quand on négocie, on arrive avec un tarif et on peut on peut accepter une remise en contrepartie d'une data, de quelque chose qui nous intéresse. Mais ça se fait dans la négociation annuelle. D'accord, c'est en même temps. Ah, c'est en même temps, et c'est dans la condition, la convention récapitulative. Oui, c'est ça. C'est voilà. Dans le 3 net, donc en fait, voilà. La partie qui voilà. réintègre le prix. On n'est plus dans les marges arrière, mais effectivement. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc ça se fait en même temps, ça se fait en France. Ah oui. Et il n'y a pas d'abus à ce sujet, d'après vous? Au final, nos entreprises étant déficitaires, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On n'arrive pas au bon prix, quand même. J'entends bien que ça ne fonctionne pas bien. Non. Non, mais on n'arrive pas au bon prix quand même. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez eu écho de sanctions pendant la négociation, de déréférencement, de moindre volume mis en rayon, ce genre de choses? Moi, je n'ai pas eu écho de choses de cet ordre-là effectives. Après... Des menaces, oui. Oui. Mais pas de choses effectives. Mais d'effectivité, pas à ma connaissance. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même les grands distributeurs ne réagissent pas de la même manière avec les grands groupes multinationaux qu'avec les petites et moyennes entreprises françaises. Je pense. Dans les échos qu'on a eus de ce qui se passe avec les grands groupes, oui, il y a pas le même niveau de... Oui, il n'y a pas ce genre de choses. Mais par contre, il peut y avoir des menaces. Il peut y avoir de la pression, ça, oui. Et c'est une négociation de plan d'affaires. D'accord. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous savez quelle est la moyenne des services dans la négociation totale? J'en ai aucune idée. Vous n'en avez aucune idée? Non, parce qu'on n'a pas de notion de décomposition du tarif et des remises. Mais peut-être que si à un moment vous avez ça de la part de vos, membres, non, ça ne fait pas partie des choses. Ok. Est-ce que vous considérez que vous êtes en situation de dépendance économique à l'égard des distributeurs? Alors ça, c'est une question, je dirais, complexe. Le marché français fait qu'il y a aujourd'hui 4 à 5 distributeurs. Donc, on voit l'évolution en 20 ans. Donc, on est, je dirais, chaque négociation a un enjeu de plus en plus fort. Et c'est là où il nous faut des règles adaptées. Quand un client pèse 15% de votre activité ou 20%, si vous loupez la négociation ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez au tribunal des affaires économiques. Donc en fait, c'est pas la dépendance économique. De toute façon, le marché est comme ça. Les débouchés sont là. Alors il y a d'autres débouchés. Certains de nos adhérents font un peu d'export. Il y a le secteur de la restauration hors domicile, mais ça reste pour beaucoup d'entreprises des beaucoup plus petits marchés. Donc le marché se concentre. Donc l'enjeu des négociations est de plus en plus important. Et aujourd'hui, nous, on considère que les règles de négociation ne sont pas adaptées pour nous. D'accord. Et de toute façon, qu'elles soient les mêmes pour tout le monde, je ne dis pas que ça se passe mieux pour les grands. Attention, mais on n'est pas dans les mêmes enjeux et les impacts ne sont pas les mêmes. Quand c'est 20% de l'activité totale d'une entreprise qui est en jeu de votre usine, la sanction, elle peut être immédiate. Alors, comment se passent maintenant les négociations avec les agriculteurs ? Globalement, j'ai envie de vous dire, les négociations avec les agriculteurs aujourd'hui... Là, ça, c'est votre responsabilité, si je puis dire, puisqu'en fait, vous allez négocier avec le distributeur. On peut dire que les distributeurs sont compliqués, que la négociation est rude, etc. Ceci dit, vous avez dans votre responsabilité la négociation avec les agriculteurs. Oui.
puisqu'en fait, vous êtes l'élément, vous êtes l'industriel qui transforme. D'accord, petit, moyen et ETI, mais vous êtes quand même l'industriel. Donc, comment vous vous assurez, vous, de payer et de respecter, de sanctuariser la matière première agricole de vos fournisseurs? Mais globalement, la négociation avec le monde agricole est assez faible. C'est souvent des contrats, que je vous donne les chiffres exacts, mais 38% de nos entreprises ont des collaborations depuis plus de 10 ans avec des entreprises agricoles, 21% depuis plus de 20 ans. Certaines entreprises montent des filières. On a besoin de la matière agricole, donc on l'achète au prix demandé, globalement. Donc, il y a très peu de négociations. Donc il y a une évolution continue de la MPA, vous constatez, sur l'ensemble de vos adhérents. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là. Ah, on n'a pas le détail. Alors après, continue. Il y a des MPA qui sont très volatiles. Voilà. Mais globalement, c'est la MPA, c'est plus 1%. Enfin, comme souvent on nous dit, c'est des chiffres. Non. Vous n'avez pas de chiffres sur l'évolution de la rémunération de votre MPA? Ah non, ça, j'ai pas de chiffres à ce niveau-là. Après, l'enjeu qu'on a, nous, dans nos... Et c'est un peu c'est la difficulté qu'on a aussi avec les clauses de révision automatique, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la MPA est basé sur le coût de production agricole. Et sachant qu'un coût de production, ce n'est pas un prix de marché. Je vais prendre l'exemple de la volaille, que je connais plutôt bien. Vous avez des coûts de production qui peuvent être stables ou à la baisse parce qu'ils sont liés au cours du céréal, mais quand il y a la grippe aviaire, il n'y a plus de volailles sur le marché français, donc les prix flambent. Mais nous, ça, par exemple, dans nos clauses de révision, ça, c'est pas pris en compte. Donc on a pu se retrouver dans des cas où les clauses étaient à la baisse, le distributeur nous disait, vous devez baisser vos prix, alors que nous, nos prix d'achat avaient doublé. Qui est pas... Mais non, il n'y a pas d'indicateur sur l'achat. Il n'y a pas. Oui, mais vous pouvez élaborer dans votre cahier des charges des clauses de vente. Vous pouvez vous-même y mettre un certain nombre de clauses en tant que crise sanitaire ou choses comme ça. Ah, on peut mettre des... Oui. On fait jouer dans ces cas-là les histoires de... comment on appelle ça, truc subi là, comment j'ai oublié le terme. Catastrophe naturelle. Non. Mais sauf que la clause légale, elle peut s'appliquer à la baisse parce que l'indicateur il est sur le coût de production. Ah bah bien sûr. C'est là, vous voyez, quand je parlais de complexité, quand globalement une entreprise PME-TI a un chiffre d'affaires bien moins qu'un grand groupe sur une référence. Donc on a une multitude de références. Donc ça fait démultiplier les clauses. Mais c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Si on veut être fin, on va mettre des clauses différentes suivant les grammages des produits, mais on peut pas les créer toutes ces clauses. Voilà. Donc le sentiment, je le comprends. Et pour ça, notre proposition, elle est d'aller jusqu'au bout de ça. C'est le tarif. Et si l'entreprise abuse, de toute façon, elle vendra plus de produits. Je voudrais vous poser une question par rapport à cette stratégie qu'on peut entendre, qui consisterait finalement quelque part à sanctuariser le prix de l'industriel. En tout cas, voilà. Mais est-ce que vous ne craignez pas que finalement la négociation elle se reporte sur le plan d'affaires? Parce que la négociation qui est aujourd'hui, et vous le dites à juste titre, qui a basculé sur les MPI, puisque les MPA sont sanctuarisés, est-ce que vous ne pensez pas de la même manière, si vous avez votre prix, la négociation va basculer sur votre plan d'affaires? Alors, globalement, notre proposition, elle n'est pas parfaite. On reste dans un univers concurrentiel de commerce, mais ça, on est tous convaincus, ça fait plusieurs années qu'on y a travaillé, qu'elle est bien moins mauvaise que la situation actuelle. Après, la négociation sur le plan d'affaires, elle aura lieu de toute façon. Mais dur, du coup, puisqu'il faudra récupérer la marge prix qu'on aura dû octroyer. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit sur les plus gros groupes. Oui, mais au final, il faut bien quand même qu'il y ait des produits dans les rayons. En fait, il faut quand même partir du consommateur. Au final, il faut bien que vous vendiez aussi. Donc il faut qu'on vende, mais sauf que la vente, nous, à notre niveau, elle se fait plus par problématique de concurrence entre fournisseurs que par rapport aux distributeurs. Notre enjeu, une entreprise, moi, mes concurrents, c'est mes autres fabricants. Pardon, excusez-moi, je vous ai... raison, c'est que la concurrence, elle est plus... La concurrence, elle est horizontale pour nous. Donc, si on se dépositionne sur un marché, je vous disais tout à l'heure, 43% de nos matières premières agricoles sont sous signe de qualité, mais c'est qu'il y a une raison. C'est pour se différencier des grandes marques, pour apporter autre chose aux consommateurs. Une PME qui veut aller, je dirais, frontalement sur le marché d'une grande entreprise qui a une grande puissance de marché, qui fait de la publicité, mais elle ne peut pas y arriver. Il faut apporter un plus, il faut apporter quelque chose d'autre. Et l'équilibre dans les rayons, il est là-dessus. Nos clients ont besoin de diversité. Et aujourd'hui, on voit bien que les consommateurs veulent aussi de la diversité, veulent aussi des produits de PME. Sinon, les produits ne seraient pas en rayon s'ils ne se vendaient pas.
Moi, j'ai une autre question. Que pensez-vous s'agissant de la sanctuarisation de la matière première agricole, est-ce que vous pensez que nous pourrions avoir un intérêt à la limiter aux produits français, à la matière première agricole française? Alors, c'est un élément de complexification supplémentaire, mais d'un autre côté, on entend beaucoup de critiques parce qu'en fait, comme on ne connaît pas l'origine de cette matière première agricole, voilà, ça fait planer des interrogations sur le coût réel et sur la légitimité de cette sanctuarisation, vous voyez. Alors après, je vais vous répondre. Il y a quand même des matières agricoles qu'on ne trouvera pas du tout en France. Donc, est-ce que ça veut dire que donc ces entreprises-là enfin, je pense au café, hein, comme ça, Oui, naturellement. alors je suis pas sûre que dans nos métros, dans nos Non, mais ultramarins, il n'y en ait pas, mais effectivement. oui, peut-être voilà. un peu, mais globalement. Oui, voilà, oui. Je vous laisse y réfléchir, vous nous direz, parce que c'est un sujet qui est apparu un peu dans le débat. Voilà. Mais globalement, c'est le tarif complet qu'il faut sanctuariser. J'ai bien compris. Ça là-dessus. Mais si vous acceptez de faire l'exercice intellectuel de réflexion et de me dire si j'ai bien compris que vous, votre objectif, c'est la sanctuarisation globale de votre prix. Mais voilà, c'est une option sur la matière première agricole. Est-ce que pour vous, il y aurait un intérêt? Mais vous pourrez nous répondre par écrit, monsieur. Oui, je vais Prunier, réfléchir. Si vous avez besoin, bien évidemment, de réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Ouais. Et puis, je voulais savoir ce que vous pensiez aujourd'hui des méthodes des marques locales, des marques territoriales, ou même des stratégies du genre « c'est qui le patron ?» voyez, qui associe le producteur, l'industriel. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la montée en puissance de toutes ces démarches-là? Mais moi, je trouve qui visiblement arrivent à vendre à des prix qui sont plus... Moi, je trouve ça très intéressant, toutes ces démarches-là. De toute façon, et je dirais, c'est la force des PME, il faut être différent des grands. Donc, il faut trouver ce qui va parler au consommateur, ce qui va correspondre aux besoins du distributeur. Donc, et historiquement, des distributeurs font des marques de distributeurs sur des produits de terroir aussi. Enfin, donc c'est de la diversité. Aujourd'hui, on veut de la diversité. Les consommateurs veulent de la diversité. Donc, il faut pousser. Nous, on a créé, vous voyez, le label à la FEF PME+, pour que les consommateurs identifient les produits de PME. Et c'est un succès. Aujourd'hui, c'est 3% de part de marché en grande distribution, d'après les études qu'on a faites. Donc, ça correspond à l'attente. Donc, il faut le valoriser, expliquer ce que c'est. De toute façon, je dirais, la nature a horreur du vide. Donc, ce qui marche continue, puis ce qui marche pas s'arrête. C'est aussi ça le commerce. Hein. Il y a parfois, on essaie des choses qui fonctionnent pas, on arrête. Il y a d'autres choses qui fonctionnent. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et puis, il est important, et il nous semble important, à la FEF, d'avoir cette information consommateur, d'où vient le produit. Enfin, c'est que du plus. Ça, c'est clair. D'attractivité du produit. C'est un élément d'attractivité. Après, la difficulté, c'est que je disais, il y a par exemple des matières premières qu'on trouve pas en France. Oui. Et quand vous êtes le seul à indiquer, clairement, vous l'indiquez, pas les autres, c'est contre vous, c'est vous qui vous faites attaquer. Donc ça devrait être un vrai sujet de réflexion, d'aller, quand tout le monde doit donner la transparence, ça informe beaucoup mieux le consommateur. Très bien. J'avais une question. Que pensez-vous d'un plafonnement des marges distributeurs? Alors, moi, je suis pas très favorable à tout ce qui est plafonnement. Oui, je vais être clair avec vous, parce que quand on commence à plafonner les marges, alors après on va voir plafonner nos marges aussi, parce qu'il y a des produits on perd de l'argent, des produits on gagne de l'argent. Et si vous plafonnez, vous avez aujourd'hui des produits de marque de PME qui se vendent avec une belle marge et qui ont un intérêt pour les distributeurs parce qu'ils ont de la marge. Donc si vous plafonnez, beaucoup de nos produits auront beaucoup moins d'intérêt pour les distributeurs. Après, derrière, il y a comment il y a un équilibre de la marge, ça je suis d'accord, mais là-dessus, il y a le commerce qui joue. Mais alors moi, l'encadrement des marges, ça finit toujours par réduire les marges. D'accord. C'est aussi un équilibre dans l'industriel, la marge. Et puis après, la marge, alors là, vous parlez des distributeurs, donc c'est un calcul entre un prix d'achat et un prix de vente, mais bon, sur un industriel, qu'est-ce que c'est qu'une marge d'un industriel sur un produit? C'est quoi le prix de revient? Qu'est-ce qu'on met dedans? Enfin, c'est des vraies questions de contrôle de gestion. Ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien, je vous remercie. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être si une dernière sur les modes de distribution alternatifs. Donc, on commence à voir, j'allais dire, on voit depuis un certain temps des modes de distribution un peu alternatifs. Donc, je pense aux déstockeurs, par exemple, à Action qu'on a reçu hier, etc. Donc, tous ces grands magasins
qui, eux, vont aller chercher des prix très très bas avec différentes stratégies d'ailleurs, et qui viennent faire un peu concurrence aux grands distributeurs que nous connaissons. Mais il y a aussi les circuits courts, les magasins de producteurs, enfin plein d'autres formes de distribution que cette grande distribution. Et donc, on voit qu'il y a une évolution ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez sur le marché qui concerne vos membres, ou est-ce que ça n'est pas palpable? Ah bah si, aujourd'hui, de toute façon, je dirais, là, on est un peu dans les grandes lois de l'économie. Quand il y a une concentration, il y a un moment se recrée d'autres choses. Et c'est là où les PME peuvent s'en sortir. Après, on voit d'autres enseignes qui émergent. On voit, vous parlez de circuits plus proches. C'est des opportunités pour tout le monde d'aller adresser aux consommateurs des produits d'une autre manière. Après, aujourd'hui, la grande distribution, moi je crois que vous avez reçu des gens qui sont beaucoup plus experts, mais la grande distribution reste le débouché majeur pour beaucoup d'entreprises. Et ça reste pour les consommateurs, je ne sais pas à quelle proportion des achats des consommateurs, sont faits en grande distribution, mais ça reste majeur. Donc ça reste aujourd'hui hyper fort. Mais c'est le cas dans d'autres pays européens. Ce n'est pas une spécificité française, ça. Après, on voit que dans d'autres pays, je dirais l'ADN des distributeurs n'est pas forcément le même. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Pour moi, c'est bon. Est-ce que, Monsieur Prunier, il y a des points qui vous tiennent à cœur que nous n'aurions pas évoqués ou sur lesquels vous souhaitez insister? Moi, je dirais, j'insiste sur notre fragilité aujourd'hui, avec des règles qui ne sont pas adaptées, et le besoin de rétablir l'équilibre dans la relation commerciale aujourd'hui. C'est important parce que, vous voyez, un sujet, vous parliez, nous, nos entreprises, elles ont besoin de livrer. On a besoin que nos produits soient en rayon. Quand on disparaît d'un rayon, alors là, c'est la catastrophe, parce que pour revenir, c'est des années de travail. C'est pas parce qu'on n'est pas, malheureusement, nos marques souvent ne sont pas réclamées du consommateur. Donc nous, l'enjeu, il est de réussir à livrer, d'être présent et de grappiller, magasin par magasin, une place, de se faire une place. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des négociations beaucoup plus simples et qui soient, moi je rêve, alors là c'est un idéal, mais qu'on reparte sur la création de valeur tous ensemble. C'est indispensable. Mais aujourd'hui, notre cadre, il est trop compliqué. Et aujourd'hui, ça devient une vraie barrière à l'entrée pour nos entreprises. Moi, j'ai l'habitude de dire, on n'a jamais passé autant de temps avec nos avocats sur les négociations. Il y a 10 ans, on faisait appel à l'avocat une fois tous les 2 ans pour revoir ses conditions générales de vente. Moi, si je prends mon cas, mes conditions générales de vente, elles sont passées de 9 pages à 25 pages, je crois. Et alors qu'on sait très bien que les conditions générales de vente, c'est quand on a un conflit. Et quand on a un conflit avec un distributeur, généralement, qu'on veut saisir un tribunal, c'est qu'on n'existe plus. Donc c'est pas l'enjeu. Et moi, le point sur lequel je veux insister, c'est que on a fait dans les lois sur les relations commerciales, on ne prend pas en compte la spécificité PME-ETI. Et il nous faut des lois sur la dernière grande loi dite Egalim 3 des Crozat, c'était une loi du divorce, sur le divorce. Comment on se sépare? Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. C'est comment on travaille dans la durée ensemble. Et aujourd'hui, on a besoin de se projeter sur l'avenir. Quand vous faites un investissement industriel, 1 an, c'est pas suffisant. Alors, on parle des contrats pluriannuels qui sont, je dirais, parfois utilisés et signés. Mais le problème du contrat pluriannuel, alors l'avantage qu'il a, c'est qu'on n'a pas à refaire tout le juridique, on n'a pas à refaire tout ça tous les ans. Mais le problème de fond du contrat pluriannuel, c'est le prix. C'est comment on révise le prix. Et avec notre système de tarifs révisables qui bouge de la même manière en gardant les remises, ça permet de se projeter beaucoup plus dans le contrat pluriannuel. Et pour le chef d'entreprise PME-ETI, d'avoir confiance. Parce que l'économie, c'est de la confiance. L'investissement, un chef d'entreprise, il investit quand il a confiance dans l'avenir. S'il se dit qu'est-ce qui va encore se passer, il hésite avant d'investir. Et si vous voulez voir à terme, je dirais, nos prix de revient baisser, il faut qu'on investisse. Oui, mais alors là, oui, Monsieur Prunier, je partage, mais oui. Là, vous touchez un aspect que nous, législateurs, on ne maîtrise pas, qui est la confiance entre les différents acteurs de la chaîne. C'est pas nous qui sommes à l'origine de la défiance entre les différents acteurs de la chaîne. J'entends ce que vous dites sur les Egalim 3, donc c'est la loi du divorce, mais en fait, c'est parce qu'il y avait des menaces de divorce qu'on a essayé de créer un outil qui fasse que la pression du divorce ne joue pas sur la négo, voilà. Enfin, on le sait, vous et moi, quoi. Oui. Voilà. Donc, le vrai sujet, c'est ça, c'est que le législateur qui a aussi hérité
d'Egalim dans le cadre des États généraux de l'alimentation. On n'a pas tout inventé dans notre petite tête quand même. Il y avait un travail de départ, une base de départ. Mais nous, on est en dehors de cette relation. Donc nous, on souhaiterait qu'il y ait de la confiance. Comme ça, on ne serait pas là. Mais le problème, c'est que visiblement, cette confiance, elle existe. Alors, je ne sais pas si je peux dire qu'elle n'existe pas. Moi, je ne suis pas dans les box, mais visiblement, elle est pour le moins. C'est plutôt du je t'aime, moi non plus, quoi. Ou voilà, c'est. Donc, ce sujet de la confiance, il est déterminant, mais dans toutes les actions économiques, dans toute action économique. Et là, c'est comment faire en sorte que la chaîne de création de valeur agroalimentaire française retrouve un peu plus de confiance ou peut-être même de considération vis-à-vis des autres maillons. Et c'est ça, en fait. Oui. Je suis d'accord, mais moi, aujourd'hui, à la FEF, on considère que le cadre législatif actuel amplifie la défiance. Pour nos je parle pour nos entreprises, hein. Je parle pas là-dessus, je parle que de ce que je connais, mais il amplifie la complexité et la défiance. Donc c'est là où on a besoin d'un allègement. Mais je parle de nos entreprises. Hein. Pour les petites entreprises qui aient besoin d'allègement, voilà. je pense que... Non mais voilà, je veux dire, vous imaginez aujourd'hui, je parle d'une TPE qui va livrer 3-4 magasins en direct, elle doit signer un contrat avec des clauses de révision, des formules de calcul. Non mais c'est pas. Alors que ça serait son tarif qui varie quand elle a besoin. Et si elle fait pas ses clauses, alors c'est pas le cas. Elle va pas prendre une amende par les contrôles de l'État. Enfin, généralement ils vont. Mais c'est pas possible d'avoir des contrats aussi compliqués. C'est pas possible. C'est là où il y a. Je dis pas que tout sera rose hein, si vous reprenez nos propositions là-dessus. Je suis pas non plus naïf, mais on peut se remettre en marche avant et simplifier. Parce que aujourd'hui, la compétition est rude. Donc, tout ce qu'on peut alléger, si nos clients savent que s'il y a une variation, elle est identique chez tout le monde, déjà, ils vont pas être à dire non, j'accepterai que quand l'autre l'aura pris. Petite question qui me vient à l'esprit, parce qu'on a auditionné aussi Grand Frais, par exemple, oui. Qui a une stratégie plus de prix, voilà, de responsabilité, en fait, d'une prise en compte des prix du fournisseur, pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez un regard particulier sur la stratégie, par exemple, de Grand Frais? Alors, déjà, Grand Frais, il faut séparer, parce que Grand Frais, ce sont plusieurs entités, mais globalement, c'est une enseigne qui se développe fortement et qui a, je dirais, en tout cas sur certaines parties, un vrai besoin de pouvoir sécuriser ses approvisionnements pour avoir des produits spécifiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, il y a des vrais partenariats qui sont créés. Ça fait partie de la logique de l'enseigne qui est en prise de part de marché, qui est, alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est alternatif un peu, mais qui est un mode de distribution différent, bien sûr. Qui est un modèle économique assez intéressant parce que c'est 4 acteurs, je crois, qui sont... c'est ça. Je ne sais plus combien, mais c'est très intéressant et c'est des opportunités de croître. Mais le besoin, c'est une vision de long terme. Ça, c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous faire passer votre proposition par écrit? Le texte de loi, oui, il fait 5 articles, 2 pages. Voilà, et peut-être nous le détailler quand même. Et si vous avez d'autres propositions que vous voulez nous soumettre, n'hésitez pas. On les recevra avec plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on les portera, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on les lira avec attention si vous voulez nous les faire parvenir, ainsi que vos autres propositions pour améliorer la situation des PME et des ETI françaises. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci beaucoup, monsieur Prunier. Merci, madame. Et puis, à l'attention de nos auditeurs, on a une petite suspension des auditions et nous reprendrons le 24 mars avec la DG Concurrence, voilà, avec les services de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.